Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire absolument captivante, la structure administrative du peuple lébou. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est un véritable modèle d'autonomie et de résilience institutionnelle hyper sophistiqué. Allez, c'est parti. Alors, posons-nous tout de suite la grande question. Comment est-ce qu'une république historique, née au XVe siècle, parvient-elle à fonctionner aujourd'hui de manière aussi fluide au beau milieu d'une métropole moderne comme Dakar? C'est un sacré casse-tête institutionnel sur le papier, mais en pratique, c'est fascinant à observer. Voici le programme pour comprendre tout ça. D'abord, on verra les origines de cette république. Ensuite, on regardera de plus près le pouvoir exécutif, avec le Jaraf et le Ndeye. Puis, le pouvoir législatif avec les jambours et les ferrés. Et enfin, on verra comment tout cela s'intègre dans le monde moderne. Première étape, les fondations historiques. Comment cette république lébou a-t-elle vu le jour au sein même du Sénégal ? L'histoire lébou, c'est vraiment l'histoire d'une quête viscérale d'indépendance. Tout commence au XVe siècle avec une grande migration depuis l'empire du Djolof vers la fameuse presqu'île du Cap-Vert. On avance un peu jusqu'en 1790 et là, création du rôle clé de Sérine Dakarou. Mais le vrai tournant, c'est 1812. L'indépendance face au royaume du Cayor est enfin officielle. On a affaire à une vraie république théocratique. Et ce qui est dingue, c'est qu'en 1857, face à l'arrivée des colons français, c'est la diplomatie qui prime avec la signature d'un accord décisif. Pas mal, non ? Et pour asseoir cette indépendance, l'organisation du territoire a été pensée de façon hyper ingénieuse. Il a été divisé en 12 villages traditionnels qu'on appelle les Pénèques. Il faut imaginer ça comme la véritable colonne vertébrale administrative de la région. Ces Pénèques n'étaient pas de simples zones d'habitation, c'étaient les vrais centres du pouvoir, de grandes places publiques où les notables venaient débattre des affaires de la cité et prendre les décisions majeures pour la communauté. On passe maintenant au cœur du pouvoir, l'exécutif. C'est là qu'entre en jeu le Jaraf, le Ndeye et un troisième rôle clé. Alors, comment choisit-on ces fameux dirigeants ? Eh bien, la sélection du collège exécutif repose sur les lignées matrilinéaires. Et ce n'est pas qu'une simple question de tradition, c'est un mécanisme constitutionnel brillant conçu pour garantir une équité absolue. En gros, ça instaure un contrôle mutuel et permanent entre les différentes familles. Résultat, personne ne peut accaparer le pouvoir. Prenons le rôle du Jaraf. C'est littéralement le chef du gouvernement. Son truc, c'est la politique étrangère. Il définit les relations avec l'extérieur et se pose en garant absolu des institutions. C'est la figure diplomatique par excellence, chargée de préserver l'intégrité du groupe face au monde extérieur, tout en veillant à la stabilité à l'intérieur. À ses côtés, on a le Ndaye Djidji Réo. Ça se traduit par « maire de la nation ». En termes modernes, c'est tout simplement l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Sa mission est cruciale, gérer les affaires territoriales, veiller sur la sécurité des quartiers et surtout agir comme médiateur pour désamorcer les conflits au sein de la communauté. C'est la personne qui maintient la paix locale. Et pour compléter ce triumvirate exécutif, il y a le Saltigue. C'est le ministre de la Défense, mais avec un rôle beaucoup plus vaste. Il gère la protection physique, d'accord, mais il supervise aussi les rites spirituels. C'est lui qui veille jalousement sur les terres agricoles et les précieuses ressources maritimes. C'est un peu le gardien de la sécurité matérielle et mystique. Bon, on a vu l'exécutif. Mais qui fait les lois ? C'est notre troisième partie, le pouvoir législatif, avec les assemblées des jambours et des ferrets. Il faut comprendre que ce système législatif repose sur un concept très précis, la gérontocratie. En clair, le pouvoir, la représentation politique et les devoirs civiques sont basés sur l'âge et l'expérience de vie. L'idée de fond est simple. Plus on a vécu, plus on a de sagesse et donc plus on est apte à légiférer de manière juste pour le bien commun. Regardons comment ça s'organise concrètement. C'est un parlement à 2 chambres. D'un côté, l'Assemblée des ferrés, qui réunit la tranche des 55 à 65 ans. Leur champ d'action, c'est le terrain. Ils agissent comme police communale, c'est la force exécutive. De l'autre côté, l'Assemblée des jambours. Eux, ce sont les sages les plus respectés, les plus âgés. Leur boulot, c'est le travail intellectuel, la supervision, l'édition des règlements. Donc, la dynamique est parfaitement huilée. Les jambours, du haut de leur grande expérience, dialoguent avec l'exécutif et rédigent des lois justes. Ce sont les cerveaux de la loi. Et en relais direct, les ferrés constituent la force de frappe qui s'assure que chaque règle édictée par les sages est scrupuleusement respectée dans l'espace public. Une complémentarité parfaite entre l'âge de la réflexion et l'âge de l'action. Ce qui nous amène à la dernière grande question. Comment tout cet héritage ancestral s'intègre-t-il dans notre monde moderne ? Il y a cette phrase d'Abdoulaye Sylla, l'actuel Ndeye Djidji, qui résume tout. Il dit « Nous avons notre propre système de gouvernance, nos lois non écrites mais respectées.
Rien ne se fait sans concertation. C'est quand même puissant. Ça montre bien que le consensus reste le maître mot et que ces règles traditionnelles continuent de pacifier et de structurer le quotidien au cœur même de la capitale. Dans la vraie vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien, les dirigeants traditionnels sont continuellement sollicités pour régler des problèmes très actuels, comme des litiges sur les terrains ou les héritages. L'État sénégalais valide d'ailleurs ce rôle et les reconnaît comme autorité coutumière. C'est super intelligent parce que ça permet de maintenir une paix sociale inestimable sans jamais remettre en cause la souveraineté nationale. En plus, le respect des vieux interdits spirituels aide encore à protéger l'écologie des sites maritimes aujourd'hui. C'est un système gagnant sur toute la ligne. Et il faut bien comprendre que cette culture de la cohabitation ne sort pas de nulle part. L'accord de 1857 avec les Français, dont on parlait tout à l'heure, illustre parfaitement cette philosophie. Au lieu de foncer tête baissée dans un affrontement destructeur, les dirigeants lébous ont opté pour la diplomatie et un accord mutuel. Ce choix a instauré un véritable précédent historique de coexistence pacifique, une boussole qui sert encore aujourd'hui. En guise de conclusion, il y a de quoi se poser des questions. Face aux défis actuels, où les systèmes classiques semblent parfois un peu à bout de souffle, qu'est-ce que les démocraties modernes pourraient tirer de ce modèle lébou? Un modèle d'organisation pluriséculaire qui mise absolument tout sur le consensus, le dialogue constant et l'équilibre des pouvoirs. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont on envisage la gouvernance de demain, n'est-ce pas?